il m'a dit, voilà, il y a quelqu'un qui voulait vous voir. On a trouvé tout le village, il est sorti, vous savez, avec le derbouka, les traites, vive l'Algérie, nous, la France. Hein? Les gens de votre village vous ont traité de traître? Bien sûr, ils tapaient sur nous après. Et voilà, vous l'avez donné votre religion, votre dignité pour 24 000 francs à cette époque-là. Sur les 180 000 supplétifs environ que comptait l'armée française, 150 000 sont arrêtés en quelques mois. 90 000 sont envoyés aux travaux forcés, ou vont croupir dans les geôles de la toute nouvelle République. 60 000 sont exécutés. Il n'y a pas de jugement. C'est désigné au hasard. Et les amener où? Au barrage à Sidi Akba. Et au barrage? À Sidi Akba. C'est-à-dire sur quoi? Pas loin du Biskra. C'est là, vous savez pas combien ils les font? La nuit, ils les amènent avec un camion jusqu'au bord, ils les attachent, ils baignent. Et ils les baignaient dans le... Oui, ils baignaient dans le barrage. Dans le barrage. Ah oui. L'un des adjoints du commando Georges a été ébouillanté dans une marmite. D'autres ont été promenés dans des cages. Or ça, non seulement c'était en violation flagrante et presque immédiate avec les accords d'Évian, et on n'a pas bougé. D'autre part, il y avait encore des unités françaises. Je pense beaucoup à ceux qui sont morts. Les gens, ils n'en parlent pas d'eux. Moi, j'ai de la chance. Je suis parti, mais il y en a d'autres. Moi, c'est surtout ces gens-là. Ceux qui sont restés? Voilà. Il a été abandonné sans rester. Parce que quand on dormait pendant la guerre de l'Algérie, ils vous protègent. Quand même, je le dois quelque chose, au moins une pensée. Envers eux? Ah, voilà. Voilà. Je pense beaucoup à ces gens-là. Alors que les massacres et les arrestations s'intensifient, le gouvernement attend le 13 juin, 3 mois après le cessez-le-feu, pour réagir. Les premiers transferts officiels de harkis vers la France commencent. Ils ne vont pas durer longtemps. En effet, le 19 juillet, Pierre Messmer, ministre des Armées, interrompt brusquement les rapatriements. Dans une directive secrète, dont nous révélons pour la première fois le contenu, il estime que les harkis ont eu le temps et la possibilité d'apprécier leur reconversion en Algérie. Une phrase étonnante alors que la répression contre les harkis est à son paroxysme. Il faudra l'insistance du Premier ministre Georges Pompidou pour que les transferts reprennent le 19 septembre. Au bout du compte, 40 000 personnes, harkis avec femmes et enfants, arriveront en France officiellement, et un peu plus, 45 000, par des filières clandestines. Preuve, s'il en était, que les directives gouvernementales n'ont pas été suivies à la lettre. En 62, Dura, il a dit, est-ce qu'il y en a qui veulent venir en France de les harkis, parce que voilà, qu'est-ce qui va se passer, il va y avoir l'indépendance, est-ce que vous êtes d'accord de partir? Bien sûr. On est obligé, ce qu'on avait avant, si on restait, c'est que c'est vraiment notre faute, parce qu'on sait que les FLN, ils ne vont pas nous faire du cadeau. C'est automatiquement. Alors, on est rentré, on a été avec Durand dans une ferme pour ramasser tous les harkis. À partir de là, à chaque fois qu'il y a, par exemple, je ne sais pas, une cinquantaine de familles, ils les faisaient rentrer en France. Voilà. Comment? Ils les faisaient rentrer par un porte-avions, enfin par un bateau militaire. Et les militaires qui étaient avec vous étaient plutôt bienveillants? Comment ils étaient? Bien, ouais. Moi je pense qu'ils étaient très bienveillants. Puis même, je l'ai vu qu'il avait la main, la gâchette, parce que peut-être ils ont peur qu'il y avait des FLN qui nous envoyaient des grenades. Pas des FLN directement, mais peut-être des choses. Ils ont peur qu'ils nous envoyaient des grenades. Parce qu'il m'a dit il faut se méfier, d'abord c'est tout fermé, la bâche c'est fermée jusqu'en bas et tout. Vous étiez protégés quand même par l'armée, quoi. Ouais, on était bien protégés. C'était des opérations semi-clandestines. Oui, c'était absolument ça, oui. J'ai encore des souvenirs
Et quand notre mère nous a réveillés la nuit et qu'on a marché toute la nuit, on devait rejoindre un camp de repliement où on nous disait que notre père était là-bas. Et pratiquement, on a marché toute la nuit et on devait traverser une ville. Alors notre mère nous disait « tapez des mains et faites semblant que vous êtes joyeux » et chantez. Donc les gens ils chantaient, ils célébraient l'indépendance, il y avait les drapeaux verts et blancs partout, les gens étaient dans les cars, tout ça. Et quand on est rentré au camp de repliement, on devait traverser un champ et notre mère nous avait dit « courez, ne regardez jamais ce qu'il y a derrière, mais courez. Et vous allez droit sur le portail que vous voyez en face. » Et on est parti en courant, il y avait des gens qui travaillaient dans le champ, qui nous ont poursuivis avec des pierres, qui nous jetaient des pierres et tout. Et on est rentré limite dans le camp de repliement. Ma mère, elle m'a dit, tu vas pas, tu restes ici, tu pars pas avec lui. Non, j'ai tout abandonné. J'ai abandonné 2 fois, j'ai fait 2 fois. Ma maison, je l'ai laissée à Socaras. Et j'ai encore pris 2 appartements là-bas. Je l'ai tout laissé, je laissé mes meubles, je l'ai tout laissé. Lui, il a fait un magasin, un petit comme ça, ils vendent de tout, légumes, tout. On a tout laissé, on a parti, rien. Même les papiers, on n'en a pas. À part les pièces d'identité de lui, la mienne, c'est tout. Vous n'avez pas hésité? Non, pas du tout. On a été transportés par l'armée jusqu'au bateau. Les gens, ils parlaient, ils disaient, il y avait toujours une peur constante, c'est-à-dire que, tiens, il y a l'autre bateau, ils ont fait descendre des harkis, personne n'était encore à l'abri, il y avait cette peur. Ce qui m'a impressionné, c'est quand on est monté aussi, parce que ça bousculait. Et je me rappelle aussi que notre mère nous avait attachés l'un à l'autre. J'avais 4 frères, elle nous avait attachés. Et donc après, on se retrouvait dans les cales, où les femmes, bon, elles se lamentaient, c'est-à-dire, bon, elles se griffaient le visage, tiraient les cheveux, bon, elles pleuraient, bon, des désarrois. Et les anciens, les vieux, ils étaient en haut, même pratiquement personne ne parlait, mais tout le long du voyage, on sentait une peur. Aussi à Marseille, ils nous avaient interdit l'entrée du port. Ils ne voulaient pas qu'on débarque à Marseille, alors le bateau, il a fait demi-tour. Et c'est là où il y avait des gens qui ont sauté avec leurs valises du bateau. Ils croyaient qu'on allait les ramener en Algérie? En Algérie. Et après, bon, on est parti à Privas. Puis de là, on est allé directement au camp de Rivesaltes. J'ai traversé la France de Marseille au camp de Sissonne avec des gens de tous âges, des militaires, leurs familles, les vieux parents, les vieux oncles, et vous voyez ce que ça pouvait représenter, de vieux tapis qu'on essaye de sauver, d'odeurs fortes, etc. Et nous sommes montés dans le train. Et puis il s'est trouvé que nous ne sommes pas montés dans le wagon qu'il fallait, ou du moins le wagon que l'on nous a donné n'était pas un wagon qui allait vers le camp de Sissonne, mais au contraire qui allait vers Montbéliard et qui allait se retrouver à Strasbourg. Au milieu de la nuit, je m'en aperçois. J'appelle le contrôleur qui me dit bah, évidemment, bien sûr, vous allez descendre dès 8 h du matin à telle gare et on mettra un autorail pour partir dans l'autre sens. Nous sommes descendus sur le quai central et sur l'autre quai, il y avait là une masse de gens qui allaient travailler vraisemblablement. C'était Noirmont. Il y a là le chef de gare, un petit monsieur qui est sorti avec un grand porte-voix, qui s'est adressé à tout le monde et qui a dit ben voilà le résultat de la guerre d'Algérie. C'est ce que nous avons voulu. Ces gens-là ont tout perdu, ont abandonné leur patrie. Regardez dans quel état ils sont. Et ils sont chez nous parce qu'il y a eu une erreur d'aiguillage, etc. Eh bien, je leur donnerai la priorité. C'est eux qui auront la motrice ou je ne sais quoi que nous allons mettre dans l'autre sens pour les ramener et vous ne partirez que plus tard. Silence de mort. Silence. Personne n'a protesté, personne. Ils nous regardaient. On n'avait pas l'air bien malin, évidemment. Et on a vu arriver un autorail dans l'autre sens, dans lequel nous avons pu monter. Et à toutes, ou la plupart des stations, jusqu'à Sissonne, il y avait des gosses de la CIMAD, le Secours catholique, etc., qui étaient là et qui donnaient du lait concentré, etc. C'était la première fois qu'ils étaient accueillis. Terrible. Ah, oui. Ça les a bouleversés. C'était la première fois que les Français faisaient quelque chose pour eux. Parce qu'ils croyaient, après ce qu'ils avaient fait dans la guerre, pour la France, pour l'évolution des choses à la française et selon les discours du général de Gaulle, ils allaient être plutôt félicités, accueillis, ah les pauvres, etc., on va s'occuper de vous. Ah ben non, pas du tout, c'était pas ça, ils arrivaient en trop.
Et c'est la première fois qu'ils étaient accueillis. Vous ne pouvez pas savoir, là. Voilà. En cet été 1962, le gouvernement doit faire face à un afflux de rapatriés. 1 million de pieds noirs débarquent à Marseille. La France, en pleine prospérité, construit donc à tour de bras des grands ensembles, comme on dit. Mais les familles de harkis n'y auront pas leur place. En vérité, nous ne savons que faire de ces nouveaux arrivants, ces familles souvent nombreuses, ces indésirables, que l'on n'a pas pu dissuader de venir en France. Ils gênent d'autant plus que le gouvernement craint la confrontation de ces harkis avec les 350 000 Algériens que nous avons fait venir sur notre sol pour faire tourner le bâtiment et l'industrie. On met donc en place à la hâte des structures d'accueil baptisées sites de reclassement collectif, cités d'hébergement, hameaux de forestage, ou tout simplement camps de transit avec barbelés et régime militaire. Et on va les oublier pendant 13 ans. Saint-Maurice-l'Ardoise, été 1975. Un commando de musulmans français, prêt à tout pour faire aboutir ses revendications, prend en otage 4 travailleurs algériens. Faussement étonné, l'opinion publique semble découvrir le sort de ceux que l'on appelle les harkis. Vous vivez tous dans le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, là? Tous, oui, bien sûr. Il y a combien de temps à peu près que vous y vivez en général? Bon, ça fait 14 ans, hein, je crois. 14 ans. 14 ans. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une véritable jeunesse? Ah non, une jeunesse, pas comme les jeunes qu'on voit des Français, là, non. Notre jeunesse, elle a été ratée, nous. On n'a jamais de Noël, nous. On n'aura pas de cadeaux quand on se réveille. Ça, on ne connaît pas, nous. Les anniversaires, c'est pareil. La jeunesse, ça, c'est pas une jeunesse. Pour moi, non. Il y a eu une injustice grave, ce qui s'est passé en Algérie, c'est-à-dire après le 19 mars 62, l'abandon, le désarmement, le massacre de la communauté harkie. Mais il y a eu une double injustice qui s'est faite, elle s'est faite ici en France dans les camps. C'est-à-dire qu'on a été plus loin, on a été jusqu'à saccager, détruire une autre génération qui venait après. Voilà. C'est-à-dire qu'on est rentré en 62, mais on a connu la France en 76. Il y a un jeune enfant de 10 ans qui dit à son père, « Papa, est-ce que nous sommes en France ou à Saint-Maurice-l'Ardoise? Saint-Maurice-l'Ardoise, où est-ce trouve ?» Le père lui répond, « Saint-Maurice-l'Ardoise, c'est la France. Nous sommes en France. » Lui dit, « Non, papa, Saint-Maurice-l'Ardoise, c'est un camp. Et j'ai pris à l'école que les camps, c'est fait pour les criminels de guerre. Est-ce que tu es criminel de guerre? » Alors le père, il lui dit, « Non, je ne suis pas criminel de guerre. » Alors il lui répond, « Papa, et pourquoi on te garde dans ce camp? » Qu'est-ce qu'il y avait là? C'était là où il y avait le portail. Il y avait le portail, bon, il partait de celui-là. Après, il y avait un deuxième portail pour rentrer dans les grands jets en l'air. Voilà. Et là, c'était le poste de police, je crois. Non, le poste de police, il était là. Il était après il y avait un poste de police et le poste de gardois. Il était là. Voilà. Donc là, on était à Saint-Maurice et là, on était en France. Voilà. Ah ouais, et le poste, voilà. Le poste de police, il était là. Ouais. C'est-à-dire que le camp, c'était un camp de prisonniers pendant les Allemands, parce que sûrement les Allemands. Il y a eu les gens, il y a eu des Espagnols après. Après, il y a eu les gens du FLN. Après, il y a eu l'OAS. Et après, bon, ça a été nous. Il y avait un couvre-feu à 22 h, donc plus de lumière et ainsi de suite. Et carrément, bon, c'était interdit de sortir librement d'ici. C'est-à-dire qu'à l'entrée, là, il y avait un genre d'un poste de garde où la personne présentait sa permission. Alors, voilà. Mais sinon, bon, nous, c'était interdit. Hein, il n'y avait pas de permission parce que bon, tout se passait à l'intérieur. Il y avait une école, il y avait une épicerie, il y avait une prison, il y avait tout. Il y avait une prison? Oui, il y avait une prison. Hein. Il servait plus aux jeunes, là, celui qui sautait le grillage et qui allait prendre 2 ou 3 cerises dans le champ voisin. Donc il était puni. Bon, c'était des punitions qui étaient plus réservées à nous.
Par contre, les anciens, celui qui n'était pas content ou qui débarquait voir le commandant, donc lui, il avait une autre punition. Il les mettait dans un asile à Uzès. Alors des fois, certains, on les voyait partir, ils revenaient 6 mois après. Bon, c'était des morts vivants, c'était des lobes. Un asile, c'est-à-dire un asile psychiatrique? Psychiatrique, oui. Et après, bon, c'était l'alcool qui lui faisait faire son affaire. Pour moi, personnellement, ce que j'en dégage, c'est qu'après 62, la France devait renouveler les accords avec l'Algérie et nous, on était des témoins gênants. Moi, je pense que la France ne voulait pas nous montrer au peuple français. Elle avait honte. C'était la honte de la France. Je pense que c'était une honte qu'elle avait. Pour bien vivre, vivons cachés. C'est ce qui s'est passé. On nous a cachés au monde français, quoi. Et ça ne nous a pas aidés, ça. Hein. Je veux dire, au niveau de la scolarité, au niveau de l'intégration, etc., ça ne nous a pas aidés, au contraire. Hein. Moi, je me rappelle, mon père il m'avait envoyé interne pour avoir un petit CAP. Je suis arrivé, je savais mieux parler l'arabe que le français. Hein. Pourquoi? Parce qu'on communiquait contre nous en arabe, hein, plus ou moins. Oui, oui. Si vous aviez été en ville, ça aurait peut-être été différent. Ah, ça aurait été différent. L'intégration se serait fait plus naturellement, peut-être, si on peut dire ça comme ça, plus facilement. Parce que les gens, bon, ils vous apprécient au fur et à mesure, ça devient une habitude, ils vous côtoient, ils vous apprécient pour votre bon côté ou le mauvais, ils essaient de vous comprendre. Que là, 44 familles dans un hameau, quand ils débarquent en ville, qu'est-ce que c'est ces Indiens voilà, ils voient des agresseurs, pas des gens qui veulent s'intégrer parmi des Européens ou des citoyens qui veulent être français à part entière, parce qu'ils le sont, nos parents ils ont payé leurs dettes, et ils se sont engagés pour la France, donc ils ont payé leurs dettes. Et nous, à notre tour, on est français par le sang versé. Quand on descendait en ville, c'était parce qu'on se sentait vraiment français, on était chez nous. Ben, apparemment non. Apparemment non, rien que dans le regard des gens, ça tuait. Et puis vous étiez toujours suspect, vous rentrez dans une boutique, vous étiez suspect d'un vol ou d'un petit larcin, ou alors si vous allez à la mairie, c'était pour demander quelque chose, comme si on n'avait pas le droit de demander comme tout citoyen. Voilà. Pour nos parents, de voir que leurs enfants n'allaient pas avoir à leur sens un avenir certain en France, il y avait une réelle inquiétude. Donc c'était dans ce climat d'insécurité, avec une pauvreté, une forme aussi d'assistanat. On avait l'impression toujours qu'on était soumis, si vous voulez, à une forme de pouvoir distinct qui nous dictait ce qu'il fallait faire au quotidien, ce qu'il fallait manger, où il fallait aller à l'école, puisqu'on n'avait pas la possibilité d'aller dans l'école de la République, on allait dans l'école des camps. Et tout ça, ça fait qu'à un moment donné, la situation était très compliquée pour des enfants. Vous avez subi, vous pensez, un traumatisme de cette enfance? Ben moi, je vois avec le recul, je dirais que j'ai raté mon enfance, comme beaucoup d'autres jeunes hein, de la communauté. Mais aussi, si vous voulez, j'ai pas pu m'épanouir, j'ai pas pu avoir les mêmes chances que tous les enfants, hein, tous les enfants de France. Bon. Et si vous voulez, aujourd'hui, je porte en moi beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, et ça devient un fardeau aussi pour moi. Le fait de ne pas avoir de réponse à un moment donné, de vraies réponses, si vous voulez, à un moment donné, qu'on puisse tirer un trait sur le passé et se dire, bon, voilà ce qu'on a vécu, chacun a ses parts de responsabilité. Je crois qu'on le porte encore en nous, et c'est très très difficile parce que ça nous hante au quotidien. Le déracinement, l'exclusion, la précarité dans les hameaux forestiers ou dans les camps ne seront pas les meilleurs facteurs d'intégration. Comble de malchance pour les harkis, la fermeture des camps coïncide en 1976 avec le premier choc pétrolier, le début de la crise, le chômage. À ces lourds handicaps s'en ajoute un autre, la barrière de la langue. Je ne parlais pas un mot de français, pas du tout. Comment vous avez fait? C'est-à-dire, il faut apprendre. C'est-à-dire, pour apprendre, c'est-à-dire, il n'y a pas tant de soutien comme maintenant, il y a des formations. Moi, à cette époque-là, je payais un instituteur 2 fois par semaine, le soir, avant francs de l'heure à cette époque-là. C'était beaucoup pour votre budget? C'était beaucoup, oui. Ben, quelqu'un qui gagnait ses 100 francs par mois,